son parcours d'expert comptable, on associe désormais un parallèle, celui qu'il a choisi de faire, du moins avec emphase, depuis 2015. Cette année-là, la 11e circonscription électorale enregistrait de l'envoyer au Parlement en tant que député élu sur la liste de la grande coalition de l'opposition, l'Union fait la Nation 1. Une fois au palais des gouverneurs, ses pairs lui accordent leur confiance et en lien avec son domaine de compétences pour le hisser au poste de rapporteur général d'une commission technique emblématique, la C2, chargée des finances et des échanges. Un an après, sa formation politique devient un des caciques du régime de la rupture, ayant succédé au pouvoir de Boniaï. Le président Patrice Talon, qui en est le chantre, l'éprouve à travers bien des enjeux parlementaires et note son engagement militant, mais aussi républicain. 2019 arrive. Peu d'acteurs clés de la mouvance présidentielle peuvent prévaloir de la maîtrise de leur reconduction à l'Assemblée nationale. Et pourtant, serein, Gérard Benouchi savait tenir les rênes de sa destinée politique. Il est positionné. Le voilà réélu et mieux plébiscité président de la Commission des finances et des échanges. Depuis, les défis s'enchaînent avec des succès plus ou moins éclatants. Mais une chose est certaine, l'homme politique comme du vin de bonne sauce se bonifie. C'est ainsi qu'il a assumé la direction de campagne pour la présidentielle de 2021. C'est dire donc combien notre invité du jour a du vécu politique et devrait nous permettre une meilleure analyse des actualités de ces derniers jours, mais aussi des jours à venir. Le Bénin vit une morosité économique ressentie sur le pouvoir d'achat. Le Bénin, dans la géopolitique internationale, fait face aux conséquences d'une dégradation accentuée des relations russo-ukrainiennes, la guerre et ses conséquences économiques. Le Bénin prépare de nouvelles élections, notamment les législatives du mois de janvier prochain. Le Bénin sous le prisme du Parlement 8e législature, quel bilan pour la commission des finances que préside l'honorable député Gérard Benouchi? Autant de constats et de questionnements que nous avons dressés et prévu de soulever sous l'analyse de notre invité. Honorable Gérard Benouchi, bonjour. Bonjour Nadège. Et merci donc d'accepter notre invitation. Vous revenez de Dassa où la perspective des conflits et les mécanismes de la gestion étaient au cœur des échanges. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Merci beaucoup. Oui, l'Assemblée nationale est réunie à Dassa depuis lundi pour 3 jours de séminaire sur le thème prévention de l'extrémisme violent. Donc, pendant ces 3 jours, les députés ont eu droit à plusieurs communications pour leur permettre d'appréhender comment on passe du fondamentalisme religieux à l'extrémisme violent, qui est donc aujourd'hui, ces manifestations sont aujourd'hui le djihadisme, qui menace aujourd'hui la planète, je peux dire, mais plus particulièrement notre sous-région, où le Bénin, qui a été longtemps épargné par ce fléau, est maintenant au cœur de ce fléau, parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques mois, le Bénin est attaqué sur son territoire vers le nord. Donc c'est nécessaire que les représentants du peuple que nous sommes, nous puissions donc maîtriser ce fléau, et pour pouvoir donc étant donné que nous sommes les mandataires du peuple, que nous sommes dans la population, que nous puissions donc conscientiser une population. Vous savez que pour faire passer un message par les représentants du peuple que nous sommes, c'est plus facile parce que nous sommes en contact avec les populations, pouvoir conscientiser les populations sur comment tuer dans l'œuf ce phénomène, parce que vous savez, ces gens-là commencent d'abord à infiltrer la population par des actions sociales, donc sous le couvert d'actions sociales, et puis s'attirent la sympathie de la population, disent qu'ils ne sont pas venus pour aller contre l'ordre établi, ils sont venus pour les aider, les sortir de leurs difficultés, surfer sur la pauvreté des populations, puis après, progressivement, installent leur machine à détruire. Donc, pendant ces 3 jours, les députés ont été donc suffisamment outillés sur les manifestations de ce phénomène, comment ça commence et par où ça aboutit, et les mécanismes pour lutter contre cela. D'abord, permettre que les populations connaissent le phénomène. Parce que si elles ne savent pas, elles accueillent et hébergent
le Bénin étant une terre hospitalière. Une terre hospitalière, nos frontières étant poreuses, elles accueillent et hébergent facilement ceux qui demain se retournent contre elles, deviennent donc des vipères qu'ils ont eu à couver, et qui ont éclos et qui ont eu le temps de grandir parmi elles, et finalement quand ils prennent racine, c'est difficile donc de les déraciner. Donc pendant ces 3 jours, je pense que les députés ont été suffisamment outillés, mais aussi vous savez que nous sommes déjà dans le cœur de l'action, le Bénin étant donc au cœur de cette menace. Nous avons été informés de tout ce que les forces de défense nationale sont en train de faire, comment elles sont préparées, les mécanismes, les dispositions qu'elles ont prises pour pouvoir contrer ce phénomène. Nous avons été suffisamment outillés pour être d'une part rassurés, mais aussi obtenir de nous les conseils pour pouvoir mieux adresser donc ce fléau et contribuer à l'éradiquer. Retour à Cotonou et dans les autres contrées du Bénin, dans les autres villes du Bénin également. Comment expliquez-vous les difficultés du pouvoir d'achat de la majorité de vos concitoyens? Et si évidemment, honorable, il faut partager le constat que fait les Béninois actuellement. Merci beaucoup Nadège. Oui, je suis béninois, je vis au Bénin, je suis parmi les populations que je représente à l'Assemblée, donc je suis au fait de leur train-train quotidien. Et je sais, et je puis confirmer effectivement que c'est difficile, que la vie est chère actuellement au Bénin, que tout coûte cher. Les produits de première nécessité coûtent cher, les produits agricoles enregistrent une flambée des prix inexplicable aujourd'hui aux yeux des populations, et qui ont tout fait donc d'adresser ou bien de pointer leurs doigts accusateurs sur les gouvernants, pour dire que c'est peut-être à cause des taxes, de l'augmentation des taxes, que les produits coûtent cher, que la vie coûte cher. C'est à cause de la création des impôts, de l'augmentation des impôts, c'est à cause de la pression fiscale que la vie coûte cher. Ce qui est normal à première vue. À première vue, on pourrait penser ça. C'est ce que les populations pensent. Mais nous, qui sommes leurs mandataires, nous sommes bien placés pour expliquer ce qui fait que on enregistre la cherté de la vie actuellement. D'abord, il faut dire que c'est un phénomène mondial aujourd'hui, que nous sommes dans une tendance inflationniste partout dans le monde. Vous allez l'entendre, je suivais la télévision la fois passée où je voyais le président français Emmanuel Macron en campagne, a été interpellé, violemment pris à partie même par un citoyen français qui lui disait: Monsieur le Président, mais tout coûte cher dans le pays. Je gagne 4 000 €, ma femme et moi, mais aujourd'hui, quand le mois vient et que je défalque tout ce qu'il faut pour payer les factures, il ne me reste plus rien. Et je dois faire face à la cherté de la vie. Je fais quoi? Le président lui a répondu: malheureusement, nous n'avons pas de solution miracle parce que nous importons les choses que nous ne produisons pas. Et nous ne maîtrisons pas la flambée des prix à la production. Les choses coûtent cher et nous les achetons cher. Nous sommes obligés de les vendre cher. Vous voyez? Donc au Bénin, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous observons une tendance généralisée de hausse des prix? Il faut dire que la cherté de la prix, des prix des produits de première nécessité s'explique en partie par, premièrement, la sécheresse qui a frappé un certain nombre de pays limitrophes du Bénin qui ont enregistré des baisses de production pour les produits agricoles. Le Nigeria, par exemple, observe depuis quelques années une tendance baissière de sa production nationale. Mais vous savez que le Nigeria a le pétrole et a un fort pouvoir d'achat, peut venir acheter au Bénin le maïs 2 fois, 3 fois plus cher. Peuvent acheter ça 2 fois, 3 fois plus cher. C'est pas mal en soi parce que nos producteurs peuvent vendre leurs produits et trouver de l'argent. Mais nous sommes béninois victimes de notre boom de productivité parce que le Bénin, depuis quelques années, a de la surproduction, de la surproduction des produits vivriers. Donc les pays voisins, voyant que les produits vivriers sont disponibles au Bénin alors que chez eux, ils n'en ont pas. Nos frontières étant ce qu'elles sont,
poreuses et nous n'avons pas de mécanisme pour les empêcher, alors se rabattre sur le Bénin pour venir acheter, déporter, si je peux le dire ainsi, nos productions, ce qui fait que tout coûte cher. Vous avez dû voir que au fort moment de la Covid, où les gens criaient aussi, le gouvernement a dû prendre des mesures radicales pour bloquer la sortie des produits vivriers vers d'autres pays. Mais quand ça s'est stabilisé un peu, le gouvernement a lâché prise. Donc ça, c'est en partie ce qui justifie donc la cherté donc, de la vie, la flambée des prix des produits de première nécessité. Mais ce n'est pas que des produits que nous produisons. Il y a beaucoup de produits que nous importons. Alors, lorsque le dollar prend du coup et que nous devons donc importer, changer notre monnaie dans le dollar et importer, forcément nous importons l'inflation. Donc, pour beaucoup de produits, nous importons l'inflation et que nous ne pouvons rien face à cela. Troisième facteur maintenant, la guerre en Ukraine. Vous voyez, en Ukraine, vous savez c'est à des milliers de kilomètres du Bénin. On aurait pu penser que cela ne nous concerne pas. Mais quand le prix du pain, les boulangers ont dit qu'ils vont relever le prix du pain, on a commencé à crier, mais sans savoir que l'Ukraine et puis la Russie sont les gros producteurs du blé. Et lorsque ces pays sont affectés et que ne peuvent plus offrir beaucoup de blé, vous voyez, lorsque la demande dépasse l'offre, les prix augmentent. Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons face à tout cela? Ce n'est pas que nous nous réjouissons, nous tentons de comprendre. Expliquer, ça ne suffirait pas pour apaiser les populations qui souffrent dans leur chair, les affres de la faim, qui ont du mal à joindre les deux bouts. Oui, nous compatissons et nous devons compatir, mais nous devons dire que nous sommes tous embarqués dans le même navire et nous souffrons, nous allons tous au même marché. Il est vrai que le pouvoir d'achat est faible et face à cela, on voit que la vie devient dure. Mais nous devons tous nous mobiliser, non pas indexer le gouvernement qui n'a rien fait dans cela, bien au contraire, ce que le gouvernement a fait. Honorable Chirac Benoît, c'est rassurant de savoir qu'on partage le même marché, que vous ressentez la souffrance des populations béninoises. Absolument, nous partageons le même marché, nous sommes au Bénin, nous vivons les mêmes réalités que les populations, mais nous compatissons à ce que vivent les populations, mais en tant que politique, quelle est notre responsabilité? C'est d'inviter le gouvernement, même si le gouvernement ne peut pas grand-chose, quand même montrer des signaux pour montrer qu'on compatit à la douleur de la population. Et c'est ce que le gouvernement a fait récemment. Vous savez que le gouvernement de Patrice Talon a déboursé les mesures qui ont été prises pour contrer la cherté de la vie, coûtent 80 milliards de nos francs, pour permettre qu'un certain nombre de produits puissent voir leur prix baisser, pour être supportables pour le commerce des mortels. Donc ça, c'est des mesures conjoncturelles, mais sans oublier que de façon structurelle déjà, le gouvernement, dans son programme d'action du gouvernement, a plusieurs mesures sociales qui permettent de façon structurelle de contrer donc la cherté de la vie. Mais lorsque, de façon conjoncturelle, des événements se produisent et bouleversent tout, le gouvernement est obligé de revenir à la rescousse pour, de façon ponctuelle, adresser le problème pour permettre de supporter le choc qu'on enregistre. C'est ce qui est donc à la base, donc les mesures que le gouvernement a prises récemment pour permettre que les populations supportent mieux la cherté de la vie. On ne peut pas dire qu'on va éradiquer cela, mais qu'on supporte mieux la cherté de la vie. Honorable Chirac Benoît, finalement le budget 2022 avec son cortège de mesures sociales peine à absorber les chocs auxquels fait face l'économie nationale. Bon, est-ce que c'est ça qu'il faut dire? Bon, j'ai dit tout à l'heure que dans le budget, les mesures sociales qui sont dans le budget sont des mesures structurelles pour permettre de contrer la pauvreté, pour d'adresser les difficultés des populations sur le long terme. Ils sont des projets
hein, le budget finance des projets qui sont logés dans des programmes. Donc c'est pour le long terme. Mais en face des difficultés ponctuelles, hein, auxquelles le budget ne va pas permettre, les mesures qui sont dans le budget, qui sont logées dans des projets, peinent donc à sortir, à être visibles, hein. On sent que effectivement ces mesures permettent aux populations de s'en sortir. Le gouvernement est obligé donc de prendre des mesures conjoncturelles, qui sont des mesures ponctuelles. Et c'est cela que le gouvernement a fait. Et j'ai dit tout à l'heure, vous êtes au Bénin, vous le savez, plus que moi aussi, vous êtes dans le monde de la communication, vous êtes informé que le gouvernement de Patrice Talon a pris un certain nombre de mesures pour permettre que le pain se vende au même prix, que permettre que certains produits, qu'on puisse les vendre à des prix que le gouvernement a fixés par région. Donc tout cela va coûter 80 milliards. Honorable Gérard Gbenoutchi, le budget 2022 avec son cortège de mesures sociales peine finalement à absorber les chocs auxquels fait face l'économie nationale. Bon, c'est ce que vous auriez pu penser, mais il n'en est rien. Vous savez que le budget, dans le budget, il est prévu des montants par ministère sectoriel qui sont gouvernés aujourd'hui sur la base de projets, programmes. Donc, lorsque l'État leur a fait des ressources, c'est pour que ces ressources soient utilisées pour gérer des projets. Mais dont les effets peuvent se ressentir à long terme. Vous savez que le gouvernement du président Patrice Talon a opté pour le social structurel. Le social structurel. C'est ce qui se fait depuis 2016. C'est une rupture radicale avec ce qui se faisait par le passé, où dès qu'il y a un problème, on court pour aller donner 1 milliard par ici, 2 milliards par là. Bon, les gens applaudissaient, mais ça transformait les Béninois en des mendiants. Quand Patrice Talon est venu, il a dit qu'il veut plutôt un social structurel. C'est pour cela qu'on ne le voit pas distribuer de l'argent, mais l'argent est mis dans des projets qui sont pérennes, qui ne vont pas finir, qui vont permettre que tous les Béninois en profitent, mais de façon structurelle. Mais si, chemin faisant, pendant qu'on exécute ce budget, dont les effets se ressentiront à long terme, il y a des facteurs exogènes qui sont donc ponctuels, qui bouleversent tout, comme la guerre en Ukraine, comme la sécheresse qu'on ne peut pas prévoir, tout ce qu'on ne peut pas prévoir qui arrive, qui bouleverse la situation et entraîne une flambée des prix. Que fait le gouvernement? Tout gouvernement responsable, c'est ce que vient de faire le gouvernement de Patrice Talon, en prenant une batterie de mesures qui permettent donc d'amortir le choc, hein, de la cherté de la vie auquel font face les populations, pour permettre que certains produits de grande consommation, de première nécessité, soient achetés à des prix, bon, même s'ils ne sont pas homologués, à des prix donc fixés par région, par zone, et même pour certains produits comme le pain, imposer que les boulangers continuent de vendre le prix auquel ils le vendaient, parce que l'État subventionne en partie donc la cherté ou bien la flambée des prix du blé que nous ne produisons pas, que nous importons. Mais les pays qui le produisent, l'Ukraine, la Russie est en guerre, vous voyez ce que ça fait. Donc voilà, dire que le budget n'a pas pu permettre d'amortir le choc, c'est pas ça, c'est pas forcément son rôle si on sait qu'on a choisi, on a opté pour le social structurel, mais chemin faisant, lorsqu'on est confronté à des difficultés conjoncturelles, on a pris des mesures conjoncturelles aussi pour y faire face. C'est ça la batterie de mesures qui a été prise pour permettre que les Béninois supportent mieux les chocs de la cherté de la vie. Alors vous êtes le président de la Commission des finances et des échanges. Quels sont les grands acquis de la C2 que vous dirigez? Oui, la C2, comme on le dit, c'est la Commission des finances et des échanges, l'Assemblée nationale du Bénin. On dit C2 parce que c'est la deuxième commission dans le listing des commissions dans notre règlement intérieur. La première commission est la commission des lois, ça s'appelle C1. La deuxième commission, c'est la commission des finances et des échanges qui est la C2, dont je suis le président depuis 2019. Alors, quels sont les grands acquis? Il faut dire que le rôle fondamental de la commission des finances
c'est de traiter de tous les dossiers qui ont un caractère financier. Et le plus gros dossier à caractère financier, c'est le budget de l'État. Donc, les acquis, c'est que nous continuons de voter le budget de l'État à temps. Il ne vous est pas arrivé d'apprendre que l'Assemblée nationale a raté le vote du budget au point où le gouvernement soit amené donc, de gouverner par 12e provisoire. Ce n'est pas arrivé au Bénin. Donc ça veut dire que la Commission des finances fonctionne bien, étudie le projet de loi de finances qui est lui affecté à temps et que l'Assemblée nationale vote le budget à temps. Mais l'innovation dont je peux vous parler, c'est que désormais, c'est sur le volet du contrôle de l'action du gouvernement et où la 8e législature, par la bouche de son président, le président Louis Gbéonou-Vlavonou, a pris l'option de faire de son cheval de bataille le contrôle des entreprises publiques. Sur ce volet, les populations ont toujours critiqué l'Assemblée nationale de ne pas faire beaucoup sur le volet dans sa fonction de contrôle de l'action publique. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de scandales et voilà, dans ces entreprises-là. Et oui, donc la commission des finances que je préside a eu à mettre sur pied une sous-commission chargée de contrôler une entreprise publique. Le président de l'Assemblée nationale a pris une décision pour autoriser cette commission à travailler et la première entreprise publique que nous avons contrôlée, c'est le Conseil national des chargeurs du Bénin, le CNCB. Le rapport a été déposé, le débat a eu lieu à l'Assemblée et ces débats ont révélé, surtout par le contenu du rapport, que nous avions raison donc d'aller contrôler les entreprises publiques parce qu'on a noté beaucoup de dysfonctionnements dans la gouvernance des entreprises publiques, surtout celle-là qui a fait qu'il y a beaucoup de manques à gagner pour l'État. Alors, si tel est le cas, cela nous encourage à continuer. Et déjà, la Commission des finances se prépare déjà pour que l'Assemblée nationale signe une nouvelle décision pour l'autoriser à orienter son fusil vers une autre entreprise publique. Vous serez informés très bientôt. Honorable, quels sont les rapports que vous entretenez avec le président Louis Vlavonou? Vous venez justement de parler du président de l'Assemblée nationale. Pensez-vous qu'il fait face comme il se doit au défi de la 8e législature? Vous savez que la gouvernance Talon est une gouvernance axée sur les réformes. L'Assemblée nationale, même si elle est une institution de contre-pouvoir, accompagne quand même, vous le savez, l'action du gouvernement pour permettre que les Béninois puissent bénéficier donc, de cette gouvernance. Donc l'Assemblée nationale, 8e législature, s'est inscrite aussi dans la logique des réformes. Et le président Louis Gbéonou-Vlavonou incarne ces réformes-là. Et avec l'instauration à l'Assemblée nationale, la création d'un certain nombre de structures qui permettent d'assainir la gouvernance publique. Hein? Avant, il n'y avait pas de cellule de passation des marchés publics à l'Assemblée nationale. Désormais, c'est chose faite. Il n'y avait pas de personnes responsables des marchés publics à l'Assemblée. Désormais, ça existe. Il n'y avait pas le service de l'audit interne à l'Assemblée nationale. Désormais, ça existe. Et tout cela, c'est l'œuvre du président Louis Gbéonou-Vlavonou qui continue dans les réformes. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'à l'Assemblée nationale, la gouvernance publique se fait sur la base d'une éthique déontologique clairement visible et la volonté d'assainir les finances publiques est là. On ne dépense plus n'importe comment à l'Assemblée aujourd'hui, au point où les députés se plaignent, à bon droit, ils se plaignent, mais c'est parce que l'assainissement des finances publiques est passé par là. Je pense que les défis de la 8e législature, le président Louis Gbéonou-Vlavonou les relève bien et incarne bien la 8e législature placée sous l'ère des réformes. On va prendre à présent le pouls des partis politiques, honorable. Qu'est-ce qui va changer dans l'arène des partis politiques, notamment ceux de l'opposition, pour rendre les prochaines élections inclusives? Bon, ce qui va changer, je ne suis pas des partis de l'opposition. Moi, je suis membre de l'Union progressiste, qui est un parti
la mouvance présidentielle, mais je sais que l'opposition fait constamment le grief à la mouvance de faire des élections non inclusives. Mais à chaque fois, nous leur disons que ce n'est pas de notre fait, parce que nous avons tous opté pour des réformes politiques, eux y compris ceux qui sont de l'opposition aujourd'hui. Et quand les lois ont été votées pour acter les réformes, ils ont peiné à se mettre en règle de leur fait. Je continue de le dire. Donc c'est trop facile d'indexer les autres, mais ils doivent aller chercher la balle dans leur propre filet. Je pense constamment à cela, que à plusieurs reprises, ils ont manqué le coach parce qu'il leur a manqué de stratégie, parce qu'il leur a manqué de volonté d'aller réellement aux élections. Alors, pour que les prochaines élections ne soient pas inclusives, c'est que c'est en même temps ce que nous avons commencé à entendre déjà, le leitmotiv de boycott. Si une catégorie de l'opposition parle déjà de boycott, que ce n'est pas bien d'aller aux élections. Vous voyez que des gens qui se mettent dans la logique du boycott, quand ils vont boycotter l'élection, qui ne disent pas après qu'on a fait des élections non inclusives, parce qu'on est libre d'aller aux élections. Ils sont libres d'aller, ils sont libres de ne pas y aller. Mais si quelqu'un boycotte l'élection, alors demain qu'ils ne viennent pas dire qu'on a fait des élections non inclusives. Donc ce que je dis, c'est que l'opposition soit assez responsable pour savoir que les lois sont votées. Et on ne peut plus revenir sur ces lois-là. Et quand les lois sont votées, elles s'appliquent à vous de façon implacable. Dure est la loi, mais c'est la loi. Vous ne pourrez plus rien y faire. Si vous êtes démocrate, je ne parle pas d'un parti politique, mais je parle du comportement républicain, vous devez savoir que dès lors qu'une loi a été votée, fut-elle votée par une institution, une assemblée nationale que vous qualifiez d'illégitime, que vous qualifiez de godillot, de députés composés de députés godillots, de députés aux ordres, de députés nommés, vous avez beau tout dire, mais les lois sont votées par ceux-là. Et ont été donc envoyées en contrôle de constitutionnalité à la Cour constitutionnelle et le président de la République les a promulguées. Dès lors, elles ont force obligatoire et s'appliquent à tous les Béninois, qui qu'ils soient. Alors, si tel est le cas, quand on a l'esprit républicain, on se conforme aux lois de la République dès lors qu'elles deviennent lois promulguées au nom de la République, au nom des Béninois. Donc, je les invite à se mettre dans la cadence, se préparer. Nous nous préparons. Nous nous préparons. Nous dans la danse. C'est pas nous n'accueillons personne. Nous allons aux élections. C'est la Sénat qui invite les gens, les partis politiques à déposer les dossiers. Nous allons déposer nos dossiers. Bon, si il y a des gens qui déposent, ils deviendront nos adversaires. Et nous allons compétir sur le ring dans le règle de l'art. Nous sommes en politique. Mais nous allons pas nous détruire, nous autodétruire, mais nous allons compétir dans les règles de l'art et le meilleur l'emportera. Ce serait un plaisir pour nous de ne pas compétir seuls, mais que nous ayons des compétiteurs aussi en face, afin que, quand on aura gagné, qu'on soit fiers qu'on les a battus légalement. Nous rêvons donc d'une prochaine Assemblée nationale qui ne vont plus qualifier de monocolore, mais que l'opposition vienne. Nous sommes prêts à travailler avec l'opposition si l'opposition parvient donc à participer à ces élections et à avoir des élus, des députés. C'est avec plaisir et bonheur que nous travaillerons ensemble. D'ailleurs, les Béninois sont habitués à travailler dans la bonne ambiance, même si à l'opposition à l'Assemblée, vous n'allez pas reconnaître à l'Assemblée nationale que après nos échanges verbaux devant vos caméras, suite à ça, nous sommes des frères. Nous allons déjeuner ensemble, mangeons ensemble. Nous rêvons de revivre cette ambiance-là. La balle est donc dans le camp de l'opposition. Et vous faites bien de rappeler que vous êtes de l'UP. Comment se porte l'UP en ligne avec ces élections législatives? Oui, l'Union progressiste, qui est le plus grand parti politique du Bénin, vous le savez, de par les résultats des élections successives, tant les législatives de 2019 que par les résultats des élections communales
l'UP est le plus grand parti politique du Bénin qui contrôle l'Assemblée nationale, mais qui contrôle la majorité des communes du Bénin. Alors, nous pensons que nous allons rééditer cet exploit en 2023 et nous nous y préparons déjà, d'autant plus que nous sommes structurés, un parti structuré, un parti où il y a beaucoup de compétences, où on est organisé, on est sur le terrain, mais nous ne sous-estimons pas la force de l'opposition. Nous prenons ça à juste mesure et nous nous organisons quand même pour pouvoir maîtriser le terrain. Ce que nous faisons maintenant, c'est de tout faire pour maîtriser nos fiefs traditionnels, mais aussi nous travaillons beaucoup dans l'ombre pour faire du recrutement politique. Nous faisons du recrutement chaque jour qu'il fait au fichier national du parti. Nous enregistrons des entrées, des adhésions qui continuent. Mais le seul baromètre n'est pas le fichier, mais sur le terrain aussi, les militants travaillent pour donc élargir nos bases, voilà, élargir donc nos fiefs en termes d'adhésion au parti. L'UP se porte donc bien. L'UP se porte bien, je peux vous le confirmer. Et la Sénat rassure-t-elle votre formation politique? Pardon? La Sénat, est-ce qu'elle rassure votre formation politique? Mais pourquoi pas? La Sénat, vous savez, la Commission électorale nationale, nous sommes habitués à cette institution, cette appellation au Bénin, qui a fait ses preuves de par plusieurs élections. Aujourd'hui, la Sénat pour le Bénin, c'est un label. Depuis qu'elle a été créée à la conférence des forces vives de la nation, nous avons été copiés par beaucoup de pays, bon, où encore des gens ont laissé tomber. Mais au Bénin, ça continue, la légende continue. Et notre Sénat a aujourd'hui de la culture et une référence. Et tous les Béninois apprécient, de par la manière dont elle a géré, la Sénat a géré les différentes élections, surtout les dernières. Je pense que tous les Béninois sont unanimes à reconnaître que notre Sénat a gagné en professionnalisme, en crédibilité. Honorable, que recevez-vous comme écho concernant la décision de la Cour constitutionnelle qui raccourcit de quelques semaines ou mois le délai qui nous sépare des législatives? Oui, c'est vrai, de quelques mois, le mandat des députés en cours a été donc raccourci par une décision de la Cour constitutionnelle qui n'est qu'une conséquence logique de l'interprétation du nouveau code électoral qui a fixé, qui a cadré donc les dates des élections. Donc la Cour n'a fait qu'interpréter donc le code électoral. Et je pense que les décisions de la Cour étant sans recours, donc on doit arrêter les commentaires et puis aller nous préparer pour aller aux élections. Alors, honorable, est-ce que vous pensez que notre pays peut éviter un tout petit peu les conséquences de la guerre en cours dans le nord de l'Europe? Non, nous ne pouvons pas éviter cela. Vous savez qu'on doit subir, c'est pour cela qu'on ne doit jamais souhaiter que la guerre éclate dans n'importe coin du monde, étant donné que nous sommes aujourd'hui dans un monde globalisé, ou qui est devenu un petit village, où le moindre bruit dans un autre coin du monde, dans un petit coin du monde, affecte irrémédiablement les populations qui se trouvent à des milliers de kilomètres. Donc, le Bénin peut-il échapper? Je ne pense pas que nous subissons déjà, malgré que nous ne sommes pas impliqués dans la guerre. Vous voyez que le Bénin débourse maintenant des milliards pour contrer les chocs dus aux effets de la guerre. Nous sommes à la fin de cet entretien. Je vais vous laisser quelques minutes pour dire votre dernier mot. Je vous remercie de m'avoir permis d'aborder un certain nombre de problèmes qui sont les préoccupations de l'ère pour tous les Béninois, surtout la cherté de la vie. Je voudrais une fois encore compatir aux difficultés de tous mes compatriotes du fait donc de la cherté de la vie et dire aujourd'hui que ce n'est pas l'effet du gouvernement, ce n'est pas une action du gouvernement. Depuis 2016, aucun impôt nouveau n'a été créé, aucun taux d'impôt n'a été augmenté. Bien au contraire, le gouvernement travaille pour l'élargissement de l'assiette fiscale et non pas pour l'augmentation des impôts. Permettre que ceux qui ne payaient pas d'impôts payent, mais pas pour que ceux qui payaient payent plus. Non. Mais la cherté de la vie aujourd'hui n'est pas du tout due à la pression fiscale, non. Selon les critères de convergence de l'UEMOA, le taux de pression fiscale peut aller jusqu'à 20% du produit intérieur brut, mais le Bénin est aujourd'hui autour de 11%.
dire que nous n'avons pas de taux élevé de pression fiscale. Les causes de la cherté de la vie sont ailleurs, je les ai citées. Nous sommes tous embarqués. Alors, soudonnons les coudes pour souhaiter que rapidement les effets de cette crise mondiale puissent être conjugués au passé. Je compatis aux douleurs de tous les Béninois. Honorable Gérard Gbenouchi, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes député béninois, vous êtes donc à l'Assemblée nationale, vous êtes le président de la commission en charge des finances et des échanges. Merci à vous. On retiendra de votre entretien que la cherté de la vie n'est pas le fait de l'État béninois et que l'État fait tout possible pour mieux juguler cette crise et permettre aux populations de faire face donc à ces problèmes qui secouent le monde entier. On retiendra également que côté politique, vous invitez donc les opposants à vite se conformer aux tests en place pour pouvoir entrer dans la danse parce que les élections législatives auront bel et bien lieu en janvier prochain. Vous avez indiqué que vous avez de très bons rapports avec le président Louis Lavonou, le président de l'Assemblée nationale qui garde très bien l'Assemblée nationale. Merci à vous, portez-vous bien. Au revoir. Je rappelle que l'émission est diffusée sur Voice Africa, sur Culture TV, sur Diaspora TV et sur Bénin Télévision. Également relayée sur nos canaux Twitter, Facebook, Instagram. Merci à tous, portez-vous bien. Au revoir.